Participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House. Et voilà, 117e room. Alors je regarde si les niveaux sont bons parce que en général j'ai la console qui est devant moi. Hop, voilà, je vous regarde les niveaux, ouais c'est bon. Et comme ça je pourrais voir les niveaux des autres micros. Bienvenue, 117e room de Podcast Magazine France sur Clubhouse. On est très heureux de vous accueillir ici parce qu'on est pour la première fois en présentiel avec plein de monde. C'est la première fois qu'on fait un direct et ça permet aussi à Christophe et à Étienne qui sont avec nous de découvrir les coulisses du décor de Clubhouse quand je suis tout seul dans ma cabine en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde. Ma voiture. Ou dans la voiture, des fois, ça arrive aussi. Christophe, bienvenue. Bienvenue à tous. Alors attends, on t'entend pas, pourquoi on t'entend pas? Mais quel est donc ça? Ah oui, parce que je t'ai pas mis ton micro, vas-y. Bienvenue à tous. Voilà. Ouais, super. Voilà, tu es avec nous. Et Étienne Dreyer. Bienvenue à tous, on est très content de recevoir Clubhouse et les Corréziens. Ouais, à Nantes, on est au Mercure parce que vous ne savez peut-être pas, vous savez, on organise les radio tours et le podcast tour. Alors j'ai profité en fait des radio tours qui, vous savez, notre activité principale depuis plus de 20 ans, c'est la radio. Donc c'est de l'audio, quelque part, la radio. Et puis on organisait, donc en 2019, on a commencé à organiser les radio tours. Et ça a plutôt bien marché. On est dans à peu près 4-5 villes par an. Et là, étant donné que le podcast se développe, je me suis dit, tiens, ce serait bien de pouvoir essayer de réunir un peu les communautés qui existent dans les villes dans lesquelles on va. Et on a la chance d'avoir RCS Europe, qui est un fabricant de logiciels, qui est pour les radios très connu, et pour les télés aussi, puisque toutes les télés et les radios musicales utilisent RCS Europe aujourd'hui. Enfin, on va dire 90%. Du marché. Ils ont en fait une journée de formation au préalable et on s'est dit on va organiser le soir à 18h un petit meet-up pour essayer de réunir les différentes communautés. Alors sur Lyon, on a eu Fred, je sais pas, il y avait quoi, une quinzaine de personnes qui étaient... Entre 15 et 20 podcasteurs qui étaient originaires de Lyon qui sont passés par la première étape du podcast tour à Lyon. Ouais, c'était assez sympa. Alors moi j'ai pas pu être là bien sûr parce que je pense que vous avez tous suivi si vous êtes sur Cool et si vous nous suivez un peu l'activité de Podcast Magazine, j'ai perdu ma jolie maman le 4 avril et donc j'ai pas pu être là à Lyon mais c'était sympa, donc une communauté. Et puis on enchaîne le mois prochain à Lille aussi, on va réunir une belle communauté qui existe déjà d'ailleurs. Il y a Laurent Stock qui fait partie des grands podcasteurs aussi, qui a eu une communauté aussi, qui connaît une communauté là-bas. Et puis à Marseille, où il y a déjà une grosse communauté de près de 80 podcasteurs qui ont un WhatsApp sur lequel je suis inscrit. On va organiser carrément avec cette communauté, il faut une réunion tous les 2 mois, et on va organiser dans les dates du podcast tour cette réunion avec tous les podcasteurs à Marseille, donc ça va être très sympa. Et pour le podcast tour à Lille, ce ne sera pas le mois prochain, mais c'est ce mois de mai, puisque ce c'est sera le 31 mai. Et ouais, on sera toujours en mai. Ouais. On sera toujours en mai. Donc on est très heureux de vous avoir tous ici pour parler podcast de proximité. Et avant tout, je sais que vous l'attendez tous avec impatience. C'est le billet acidulé de Monsieur Brulatour. On va peut-être faire une petite photo aussi. On va essayer de Alors, c'est vrai que Clubhouse, c'est pas génial au niveau photo. On peut envoyer une photo ou pas? Non, pas du tout. C'est pas du tout fait pour envoyer des photos, Clubhouse. Pas du tout. On va quand même vous faire une petite photo pour vous montrer comment on est installé. Et puis, on va lancer Monsieur Brulatour pour son billet acidulé. Allez, Monsieur Brulatour, c'est à toi. Un petit jingle, même, t'as le droit. C'est parti. Radio House. Alors, cette deuxième étape du Radio Tour nous conduit donc à Nantes aujourd'hui. Et comme chaque étape du Radio Tour, la veille de chaque étape de Radio Tour, il y a donc, vous l'avez compris, une étape du Podcast Tour qui est proposée cette fois-ci par l'équipe de Podcast Magazine. Alors, il s'agit d'une première version qui montera fort probablement, vraisemblablement, en puissance au fil de la saison et particulièrement, il faut l'espérer, la saison
prochaine. Donc ce podcast tour, c'est aussi une occasion de rassembler des podcasteuses et des podcasteurs d'un territoire géographique déterminé. Et écoutez bien, ma transition est ainsi toute trouvée puisqu'on va parler donc de proximité. Alors qu'est-ce que la proximité, les amis ? Mais c'est celle en bas de votre immeuble, par exemple, dans la rue, dans votre centre-bourg, dans le centre-ville de la cité dans laquelle vous habitez. Ça fonctionne même dans les faubourgs de votre commune, en périphérie d'un village, dans un lieu-dit au plus profond de la campagne lozérienne. Ça fonctionne partout. La seule condition, c'est que cette proximité puisse s'incarner et qu'il faut au minimum 2 individus pour que ça matche. Autre condition, pour créer une relative proximité, il faut s'adresser à une sorte de communauté qui est déjà bien installée et dans laquelle vous pouvez, j'imagine, vous épanouir. Alors, pour illustrer mes propos, je vais vous donner quelques exemples de ce que devrait être un podcast dit de proximité. Si vous habitez un quartier, par exemple, vous pouvez produire un podcast qui traitera de l'actualité forcément de votre quartier, par exemple à un rythme hebdomadaire. Et pour que cette proximité s'incarne là aussi, il faut impérativement être compris par les habitants, c'est-à-dire évoquer les sujets qui les touchent, qui les concernent, qu'ils comprennent. Ce sont des sujets que l'on dit être dans le jargon des sujets concernant, par exemple, des travaux au bout de la rue, la réaction d'un commerçant, le chien écrasé au giratoire, enfin bref, il y a une multitude d'exemples. Autre exemple, justement, vous pouvez produire un podcast qui s'articule autour d'une zone touristique délimitée. Alors c'est un petit peu plus facile, dire ce qui s'y passe, par exemple, pourquoi il faut venir, les édifices et les lieux touristiques qui sont plutôt, on va dire, méconnus. Là aussi, vous n'aurez que l'embarras du choix. Un dernier exemple, vous lancez par exemple votre podcast, si vous en avez envie, autour de votre centre-ville. Là également, vous mettez en avant, par exemple, son actualité, son histoire, sa vie quotidienne. Alors, on le répète, pour que cette notion de proximité apparaisse dans votre podcast, dès les premières secondes, vous ne devez pas tromper l'auditeur. Autrement dit, vous devez quand même, un minimum, tenir la promesse et surtout ne pas être ennuyeux. L'auditeur doit se sentir en confiance parce que vous êtes finalement à ses côtés, à côté de lui, mais vous êtes aussi comme lui. Et c'est ce qui fait finalement toute la différence. Et vous avez probablement d'ailleurs le même vocabulaire, ou si vous venez par exemple du Lot-et-Garonne, vous avez aussi le même accent. Et ça matche considérablement quand on entend des sonorités comme ça. Je vais terminer avec 3 bonnes pistes à suivre. J'utilise le qualificatif de bonne. J'imagine que vous comprenez ce que ça veut dire. Ce sont des pistes qui sont forcément peut-être à exploiter. D'abord, je crois que pour un podcast de proximité, Philippe, il faut mettre des ambiances sonores pour qu'on sache à qui on s'adresse et là où on est. Il y a des typicités sonores, par exemple en Pays de la Loire, qu'on ne retrouvera pas dans le massif vosgien. Par exemple, on peut mettre des goélands, des bruits de mouettes, par exemple, quand on est à Pornic ou en Bretagne, on ne va pas forcément les entendre au fin fond du Jura, par exemple. En Corrèze, je ne sais pas ce que c'est, mais... La mouette. Je dirais pour la Corrèze, par exemple, comme ça, au débeauté, fort probablement l'Angélus de midi ou de 7 heures, qui est quand même révélateur d'une vie quotidienne qui s'égrène assez paisiblement. Donc, il faut miser sur les ambiances sonores. 2, sur les gueules du coin. Parce que dans les territoires dits ruraux, on a ce qu'on appelle des gueules du coin. Alors, ça peut être le patron du troquet, du bistrot. Ça peut être, que sais-je encore, le gérant de la librairie de la presse, le président du comité des fêtes. Enfin, vous avez de quoi faire. Mais ce sont des leaders d'opinion. Ça veut dire que ce sont eux qui vont faire passer le message que vous avez un podcast de proximité. Et puis, 3, pour terminer, ce sont les choix éditoriaux. Il faut que les membres de votre communauté, comme je le disais précédemment, soient sensibles finalement à cet éditorial. Et puis juste un dernier mot, parce que je pense que les podcasteuses et les podcasteurs font tout ça pour une chose, c'est quand même pour être écouté, c'est quand même la finalité quand on fait un podcast, pour générer de l'audience. Alors avec un podcast dit de proximité, est-ce qu'on fait de l'audience, Philippe ? Postcast. Tu sais que La Poste vient de lancer son podcast. Ouais, avec ils l'ont appelé La Postcast. Bon, mais c'est énorme. Une question à laquelle vous répondrez tout à l'heure. Mais est-ce qu'on fait de l'audience avec un podcast dit de proximité ? Bien sûr que non, on ne fait pas d'audience avec un podcast de proximité parce que, comme je le disais, ça concerne une infime communauté. Donc, il ne faut pas le faire pour l'audience, mais il faut le faire, par exemple, pour archiver et puis, d'abord et avant tout, comme la quasi-totalité des podcasteurs le font, pour se faire plaisir et pour faire plaisir.
Radio House. Eh ben oui, alors bravo Monsieur Brulatour, un applaudissement en direct, en live. Ah oui, en live au sens propre du terme. Hein. Ah ouais, Vraiment, c'est clair. Je dis pas que je naviguais à vue, mais... Alors il y a quand même des podcasts de proximité qui font de l'audience. Enfin, on entend pas mal parler de Fragile Porquerolles, mais c'est une de celles qui... Il y a une grosse communauté, puis il y a une grosse promotion aussi dans le podcast. Ouais, il y a une grosse promotion. Elle a décliné ça sur d'autres îles aussi. Donc c'est vrai qu'il y a. Alors, on est tous ensemble. On est très heureux de parler un peu de podcast, de Nantes et de podcast, puisque alors je dirais pas que c'est la capitale de. Je sais pas s'il y a une capitale du podcast. D'ailleurs, je pense que ça n'existe pas encore. Peut-être que ça va se faire avec le temps. Paris, parce qu'ils ont commencé le Paris Podcast Festival. Mais bon, est-ce que c'est la capitale pour ça ? Je ne suis pas sûr. On en parlait tout à l'heure. Il y a des communautés qui sont en train de se créer, qui sont très importantes à Marseille, Bordeaux, à Lille. Bordeaux aussi, puisqu'ils ont lancé Bordeaux fait le podcast. D'ailleurs, on y était avec Podcast Magazine. C'était sympathique. 150 podcasteurs qui se sont réunis pour échanger, à la mairie de Bordeaux, à l'initiative de comment s'appelle-t-il ? Théo Robache. Ouais. Voilà, Théo Robache qui a un podcast qui s'appelle Le Pompon, si je me trompe pas, et puis qui fait surtout son métier, c'est de l'événementiel pour les entreprises, pour réunir un peu des entrepreneurs et des expertises et des expériences. Donc il y a des communautés, mais c'est vrai que pour les identifier, c'est assez difficile parce que les podcasteurs, on bosse quand même un peu seul. Comment Christophe Romeilly, 135 grammes, le podcast. Tu t'es lancé comme ça, tu me dis que tu as été voir une boîte d'ailleurs qui sera là ce soir, si tout se passe bien, à 18h, ils sont inscrits quand tu t'es lancé ? Ouais, 2019 en fait, avec le Covid, qu'est-ce qu'on fait quand on est confiné ? On écoute de l'audio, on regarde des vidéos. Et j'avais fait des podcasts en 2007, donc une dizaine de podcasts déjà pour le Médiac qui est Service Mobile. Et ces podcasts à l'époque n'avaient pas eu beaucoup d'essor. Les gens, toujours aux États-Unis, ça marchait déjà aux États-Unis. Et donc j'ai repiqué en 2019, mais d'une façon un peu pro. Donc j'ai été voir une boîte qui s'appelle Alvéole, qui est une boîte de jeunes qui ont fait des études d'ingénieur audio et qui ont monté leur boîte pour avoir toute la chaîne de valeur sur la création d'un podcast. Et donc j'ai été les voir pour avoir des conseils et ils m'ont fabriqué le premier podcast. Alors pas l'écriture, c'est moi qui ai fait l'écriture, mais ils m'ont aidé quand même à mieux rédiger et à avoir des codes, parce qu'ils travaillent pour le podcast mais aussi pour la radio. Et puis ils ont fait le montage, ils ont sourcé la musique, etc. Donc quand vous écoutez le premier podcast de 135 grammes, en fait c'est 100% fait par cette boîte, cette jeune start-up, parce qu'aujourd'hui ils sont 4, ils n'étaient que 2 en 2019 par Alvéole et qui est superbe. Mais ça a un coût. Ouais. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Oui, c'est un coût. Surtout que tu ne connaissais pas grand-chose, donc tu ne savais pas ce que ça coûtait vraiment. À Nantes, il y avait beaucoup de choix pour trouver une boîte comme ça ? Non, sur Paris. J'ai fait faire plusieurs devis sur Paris et puis sur Nantes. Et puis j'ai voulu aider cette jeune start-up à démarrer. Et puis voilà, ça leur a permis aussi d'avoir un premier projet. Ils en avaient 2 autres à cette époque-là. Donc c'était une belle expérience. Puis moi j'ai appris beaucoup avec eux et puis ils m'ont suivi quand même 3, 4, 5 les 5 premiers podcasts en termes de conseils, etc. Et c'était le deal, c'était de dire vous m'apprenez pour que je sois autonome. Ouais, c'est ça. Et ton podcast c'est quoi du coup ? Petite présentation. 135 grammes. Allez, vas-y, présente ton podcast. 135 grammes. 135 grammes. Alors, pourquoi 135 grammes ? C'est le poids du premier iPhone en 2007. Okay. Et en fait, c'est un podcast dédié à la tech mobile. Au départ, c'est basé sur des histoires uniquement. Donc, les premiers podcasts ont été des histoires sur Nokia, sur qu'est-ce qu'un widget, enfin des choses très parfois pointues qui sont dans le smartphone. Et puis après, au fil du temps, j'ai lancé des conversations avec des entrepreneurs, des créateurs d'app, avec mon réseau. Et puis ça a démarré comme ça. Et là, on en est à la 5e saison. Donc, on attaque. Il n'y a pas de quantité puisqu'on va attaquer les 50 podcasts en fait. Ouais, ça c'est l'avantage du podcast. Alors, je rappelle, on est ensemble avec Étienne Dreyer, avec Christophe Romeilly, avec Fred Brulatour à Nantes ensemble. Donc, vous les voyez quand même connectés parce
parce qu'ils ont lancé leur appli quand même en tâche de fond. Mais on est autour d'une table. Étienne, toi, quand tu as voulu te lancer, Nantes, tu as trouvé des acteurs ou tu as fait ça dans ton coin ou Alors j'aime beaucoup le son, donc j'avais ce qu'il fallait pour enregistrer. Ouais. Donc voilà, j'ai toujours voulu être ingé son, donc j'avais de quoi bricoler. On a fait pendant le Covid aussi pas mal de formations et de besoins de podcasts inter-entreprises. Donc là, je me suis jeté pour être le formateur interne de l'entreprise. Donc ça a été un bon tremplin. Ça m'a permis de rencontrer des Ocha, des Cosa Vostra, des Parisiens qui taquinent un peu. Et après, rencontrer plein de monde autour du podcast. Donc les Clubhouse rapidement. Donc ça m'a bien aidé. Et puis le podcast en lui-même, ce qui m'a plu, c'était au-delà du côté son. J'ai bien aimé le syndrome de l'imposteur aussi journaliste. C'est quelque chose que je découvrais en fait. Ouais. Et de me dire coucou, je suis. On m'a posé la question en fait. C'était une étape du Figaro. Et c'est là où je me suis dit ça y est, je suis un imposteur. On m'a posé la question, mais vous êtes journaliste? Et j'ai marqué un petit temps d'arrêt. J'ai dit bah oui. Et donc voilà, j'étais sur le ponton avec les Figaro pour interviewer les marins. Oui, alors vas-y, parle-nous de ton podcast, puisqu'on a parlé de 135 grammes. Maintenant, on va parler de Canal 16. Pourquoi je dis 14? C'était les cibistes dans chaque. Ah ouais, c'est ça. Canal 16, rapidement. Très rapidement, donc je récupère l'expérience de tous les marins en fait, pour en faire bénéficier. On trouve beaucoup ça en aéronautique, le retour d'expérience. Donc j'ai voulu dupliquer ça avec les marins. Moi, j'adorais que mes copains qui naviguent me racontent un petit peu leurs histoires. Et voilà, donc je vais chercher ces histoires chez les pros, chez les plaisanciers. Le but étant d'en faire profiter un maximum de personnes. Et puis ceux qui aiment bien tout simplement écouter des histoires, des petites aventures, ça plaît à tout le monde, quoi. Donc voilà, Canal 16, retour d'expérience sur les galères. Vous connaissez d'autres alors s'il y a bien sûr des Nantais dans la room, levez la main et venez participer. Zuber, je suis pas sûr que tu sois Nantais, mais tu as le droit quand même de participer, Zuber. Hein. Zuber, de toute façon, il est admin du groupe, donc il est tout de suite... En fait, c'est ça dans la nouvelle application, Zuber, dis-moi si je me trompe. En fait, pour être co-host, il faut être admin carrément de la house. C'est ça? Mais tout à fait. Mais heureusement que tu es là, Zuber, parce que tu nous fais découvrir toujours des choses fantastiques. Bienvenue, Zuber. Toi, Nantes, tu connais ou non? Non, je connais pas, j'aimerais... Bon, mais peut-être tu passes ton tour, au revoir. Non, excellent. Mais laisse-moi parler. Ah, mais vas-y. Non, parce que Nantes, il y a le festival de podcasts. Il y a aussi School Radio. Il y a un festival de podcasts à Nantes? Mais non, tu parles de Podren. Ah oui, non, il y a à Rennes. Podren, bah ouais, non, mais attention, fais gaffe quand même, parce que dans le pays de la Loire, on n'est pas en Bretagne. Tu vas te faire. C'est pas loin. Là-haut, ils ont des chapeaux ronds. Ici. Non, ici, il n'y a pas de festival. Par contre, c'est pas loin, Rennes. En effet, le Podren, qui est organisé par une association Bad Geek, qui a lancé d'ailleurs une plateforme aussi d'hébergement qui s'appelle Vodio, gratuite. Ça, c'est quand même à noter. On a fait un dossier dans Podcast Magazine numéro 2 sur tous les hébergeurs. Alors, tous non, parce qu'il y en a toujours des nouveaux qui viennent. Et puis, on voulait quand même cibler sur plutôt ceux qui sont déjà français ou francophones et qui ont une activité assez forte dans les pays francophones. Donc c'était ça qu'on a un peu ciblé dans notre dossier. Mais c'est vrai que ils ont une belle activité, cette association. Ils ont maintenant lancé un truc assez marrant, ça s'appelle Podcastre. Après les couilles sur la table. Ouais, après les couilles sur la table, le Podcastre. Et j'en parlais tout à l'heure, aussi la Poste qui lance le Postcast. Alors j'ai essayé d'aller écouter quand même, j'ai cliqué sur le lien, mais en fait il n'y a pas de son. Ils racontent des histoires en écrit. J'ai pas compris pourquoi ils appellent ça la Postcast. Mais bon, bref, c'est peut-être un concept qu'ils ont lancé. Faut peut-être essayer de voir... s'il y a des trucs à leur vendre, mais j'ai reçu un emailing de la Poste avec écouter les histoires de la Poste, le Postcast, et j'ai essayé d'aller cliquer sur la Postcast, et il n'y a pas d'audio. Donc, il y a des trucs sympas à faire. Moi. Bah oui, attends, avec les histoires. Ah non, mais ça, c'est avec les mecs qui livrent ils doivent en avoir. Les postiers. Les lettres oubliées, les postiers. Ah ouais, ça doit être. Alors pour le coup, la proximité là, ça serait énorme. Ouais, exactement. Donc si vous êtes de Nantes et que vous êtes parmi nous, alors j'ai vu qu'il y a Zoé qui nous a fait un petit message.
dans le chat sur sur Bordeaux, hein, et sur le fait qu'en effet pendant ils n'ont pas eu de chance, hein, le festival de Bordeaux, parce que il y a la grève. Maintenant, pour ne pas tomber sur un jour de grève, faut s'accrocher quand même, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Là, on a vu qu'en arrivant en Nantes, hein, c'est pareil, ça a un peu pété lundi, je pense. Il y avait beaucoup de choses de cassées, de brûlées. Mais voilà. Donc, au niveau, je posais la question au niveau communauté à Nantes. Est-ce que c'est des choses... Vous connaissez d'autres podcasteurs ou c'est un truc... d'abord, mais même nous, hein, c'est difficile de réunir des podcasteurs dans une ville, parce que on le dit souvent, hein, c'est tellement transversal le podcast. Tout le monde peut lancer son podcast, qu'arriver à réunir des gens qui sont dans des secteurs d'activité qui n'ont rien à voir avec les nôtres, donc qu'on n'a pas dans nos algorithmes LinkedIn parce qu'on les connaît pas, c'est pas simple. Ouais, c'est une bonne question d'ailleurs de regrouper les podcasteurs d'une ville ou d'une région pour avoir une émulation. Et aujourd'hui, il n'y a pas ce point-là. On écoute les podcasts par rapport à des thèmes ou par rapport à des histoires qu'on a envie de choisir. Donc moi, j'ai habité 5 ans sur Nantes. Je viens de déménager. Là, je suis descendu en Vendée. Sympa la Vendée aussi. Ouais, sympa la Vendée en 1 heure. Il y a aussi pas mal de podcasteurs. Mais c'est vrai que le seul moyen, pendant que tu parlais, auquel je pensais, c'est cool en fait. Il faut qu'il y ait un champ qui permette de réunir peut-être la ville, la région, et qui permette de peut-être nouer des choses les uns avec les autres. Ouais, donc Cool, hein, c'est la plateforme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme, vous faites cool.podcastmagazine.fr et vous pouvez vous inscrire, que vous soyez auditeur, podcasteur, ou si vous voulez même participer à la rédaction de Podcast Magazine. Petit rappel aussi, hein, pour Podcast Magazine numéro 3 qui est en gestation, on va dire, et c'est vraiment le terme, puisque si tout se passe bien, on va un peu décaler, il y a une augmentation de tarifs qu'on va être obligé de faire par rapport au papier, donc pas mal de choses qui vont se passer, et on devrait le sortir pour le Paris Podcast Festival si tout se passe bien. Donc on a décalé un peu les délais, mais si vous voulez y participer, il suffit de vous inscrire sur la plateforme, c'est gratuit, vous pouvez même accéder à des contenus aussi sans vous inscrire pour voir ce que ça donne. Et un petit truc que je vous donne, mais que vous avez peut-être pas remarqué, si vous allez sur la page d'accueil de podcastmagazine.fr, en bas à droite, il y a un petit icône avec un petit commentaire. Si vous cliquez dessus, c'est Cool qui apparaît directement en pop-up intégré. Donc c'est pas un pop-up nouvelle fenêtre, c'est vraiment un pop-up à l'intérieur du site, et ça vous permet d'accéder à Cool directement. Et là, on est en train de travailler aussi sur le fait d'avoir ce qu'on appelle un SSO, que tu connais, hein, puisque je rappelle quand même, Christophe, c'est un expert de tout ce qui est application mobile. Si vous avez une grande entreprise et que vous voulez avoir les services de Christophe pour lancer votre appli mobile, n'hésitez pas à le contacter. Le SSO, c'est un peu ce qui nous manque aujourd'hui pour faire le lien entre Cool et Podcast Magazine, puisque je rappelle, Cool, c'est une plateforme qui s'appelle Circle, que Ocha utilise. D'ailleurs, c'est pas eux qui m'en ont parlé. C'était dans un podcast, j'ai écouté quelqu'un qui parlait. D'ailleurs, c'était dans un podcast de Génération Do It Yourself, où il parlait en fait de Circle. D'accord. Je suis allé voir, j'ai vu, et je me suis dit c'est exactement ce qu'il nous faut pour arriver à réunir un peu toute la communauté et pouvoir avoir un message et rassembler tout ce qui se passe sur Justement, on avait fait la demande au tout début, donc quand Ocha avait sorti la sienne, on avait fait la demande de recherche de champs, de pouvoir ajouter le nom de la ville, parce que là, ils doivent être à quelques... J'ai vu qu'ils l'ont rajouté. Ils l'ont rajouté. Donc Nantes, j'ai regardé ce matin, on est une vingtaine à peu près, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont une entreprise et qui font un petit peu de podcast. Il y a des personnes qui font ça de manière complètement pour lancer 2 épisodes. Mais c'est vrai que c'est bien ces plateformes au tout début là, qui ont bien aidé, hein, Ocha et puis Cool. Il y avait aussi les événements organisés par des tiers comme celui-ci, les meet-up. Il y en a un peu plus à Paris. Il y en avait à Nantes Non, justement, il y en a Paris, Lyon, Bordeaux, je crois, mais il n'y en a pas eu à Nantes pour l'instant. C'est vrai que... Mais c'est bien ces plateformes qui vont dire, allez, si on se faisait un apéro, etc., qui vont lancer ça. Ouais, il y a des petites actions. Moi, je sais qu'à Bordeaux, par exemple, on avait... j'avais 3 personnes de Bordeaux qui m'ont dit « Ah, mais on a un groupe de podcasteurs. » Ils ne se connaissaient pas entre eux. Ah, mais c'est quand même impressionnant. C'est le cas sur Nantes, hein, je pense. Si il y a
plus d'une vingtaine sûrement de podcasts et on se connaît pas du tout, quoi. Non, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu dommage. Après, encore une fois, c'est pas facile pour réunir un peu tout le monde. Si certains veulent prendre la parole et nous parler un peu de communauté, hein, on parle de Nantes bien entendu, mais si vous voulez parler de communauté que vous avez vous dans vos villes que vous connaissez, encore une fois, je rappelle, il y a une grosse communauté sur Marseille, ils sont près de 70 ou 80 dans leur groupe. Il y a un groupe WhatsApp qu'ils ont créé, il y a toutes les actualités de tous ceux qui... Alors c'est vrai que WhatsApp, quand on commence à être un certain nombre, c'est bien. Sauf que quand tu commences à être un certain nombre pour suivre tout ce qui se passe, on parlait de Uncut tout à l'heure. Moi, je fais partie de ceux qui font partie de Uncut. Bon, WhatsApp, il a fermé, il est passé sur une autre plateforme, mais à un moment, on était incapable de pouvoir suivre en fait, parce que il y avait trop de contenu. Donc c'est bien, mais ça a ses limites aussi. Hein. Oui, ça a ses limites. D'ailleurs, sur la partie crypto ou NFT, il y a des groupes qui se sont montés sur Telegram, par exemple. Et c'est vrai que tu as des groupes de c'est là qu'ils sont allés, je pense. Voilà, 1000, 1500, 2000 personnes. Alors là, c'est très compliqué parce qu'il faudrait quasiment avoir l'écran devant soi et ça défile à certaines heures non-stop, quoi. Ouais, c'est vraiment... Et c'est pour ça que je reviens, je veux pas faire de la pub vas-y. Essentiellement pour Cool, mais Cool, et voilà, c'est ce type d'outil qu'il faut parce que c'est une plateforme web qui va permettre aux gens de pouvoir s'exprimer quand ils veulent déposer un message. Les gens réagissent. Moi, je me rappelle, j'ai pas donné suite parce que mon emploi du temps ne le permet pas, mais à un moment donné, j'utilise Audition d'Adobe pour faire le montage et j'ai demandé s'il y avait des personnes qui s'y connaissaient pour me donner 2-3 conseils. Et j'ai eu 3-4 retours quand même. Ouais. Donc voilà, c'est excellent. Et je l'ai posté tard le soir et j'ai eu la réponse le lendemain. Si on fait ça sur un WhatsApp ou un Telegram, ça peut être la même chose, mais c'est un peu plus compliqué, c'est plus réactif. Ouais. Quoi. C'est vrai que WhatsApp, ça a des avantages. Mais, donc, ils sont très actifs, ils bougent beaucoup. Et donc, ils font une réunion tous les 2 mois qu'ils organisent. Donc, c'est bien de pouvoir voir ça. Après, mon idée derrière tout ça, hein, parce que c'est bien entendu de réunir les communautés et puis essayer de mieux se connaître, parce que c'est vrai qu'on ne se connaît pas. C'est aussi de faire un lien entre les stations de radio. Est-ce que vous connaissez les stations de radio ici ? Est-ce que vous avez déjà, par exemple, avec vos podcasts, vous avez dit, allez voir une radio en leur disant, écoutez, parce qu'en fait, on est de la même famille. Une petite émission, ouais, c'est vrai que c'est des... C'est du contenu pour les radios, en plus récurrent. Alors, le seul bémol, et on a Jérôme Delaveau qui est là aujourd'hui et demain, qui est donc le patron de It West, qui est une radio, qui ne sont pas vraiment encore beaucoup dans le podcast, mais qui y songent. En fait, c'est du contenu pas gratuit, mais c'est parce qu'il y a des accords à avoir, et puis après, il y a les droits d'auteur qu'on peut toucher. Hein. Je rappelle à tous ceux qui ne sont pas encore dans des sociétés civiles de droits d'auteur, bien qu'ils le fassent. Il y en a plusieurs, mais quand on est auteur ou autrice d'un podcast, on ne se rend pas compte, mais on peut, au bout d'un certain temps, et si on est déclaré par nos diffuseurs, gagner un peu d'argent en droits d'auteur. Comme les musiciens vont gagner de l'argent avec les droits d'auteur grâce à la SACEM. Donc aujourd'hui, il y a la SCAM qui fait des choses, il y a la SACD, il y en a beaucoup de sociétés civiles, et ça dépend si vous faites de la fiction, ça dépend si vous faites du documentaire. Mais vous, ce que vous faites, c'est du documentaire. Ouais, moi sur 135 grammes, sur les histoires, quand je prends une histoire, par exemple, on a fait l'histoire de Nokia du début à la fin, jusqu'au déclin, jusqu'au rachat. Et donc là, j'ai interviewé, je sais pas, peut-être 5-6 personnes qui ont vécu de l'intérieur ce qui s'est passé. Journalistes d'investigation. Voilà, ils l'ont raconté. Et puis moi, j'ai mis ma couche dessus parce que j'ai vécu cette époque-là intensément et proche de Nokia, qui a été un client d'ailleurs dans mon activité. Donc ça m'a permis de construire. Donc vraiment, comme tu le dis, Étienne, c'est non seulement de l'investigation, mais c'est une histoire qui est réelle, quoi. Vous avez la vraie histoire du succès et du déclin de Nokia, quoi. Ouais. Donc, je sais plus ce que je disais. J'ai perdu le fil, mais alors énorme. Ça, c'est Étienne, il prend des notes, donc il va enchaîner, tu vas voir. Bienveillance. Non, tout à l'heure, on parlait des plateformes. Je voulais juste finir sur les plateformes, là, Circle, Ocha, etc. Il y a quelque chose que j'ai noté qui est un peu standard dans tous les milieux de podcasts, que ce soit des pros, des personnes qui font 2 épisodes, c'est que c'est vraiment un univers bienveillant. Quand on a une question, c'est quand tu parlais des aides techniques. Ouais, c'est vrai.
moi j'étais plus allé sur la tech, donc j'allais aider, mais j'avais des questions sur le marketing, sur les droits d'auteur, pareil, t'en reparlais, les droits d'auteur musicaux au début, enfin il y a plein de choses à savoir. Et dans tous les cas, chacun répond avec sa vitesse d'exécution. Néanmoins, on a souvent des réponses de qualité. Et ce qui est marrant, c'est que derrière, il y a même un certain suivi qualité. C'est-à-dire que la personne qui a répondu, 3 jours après, un petit ping en disant c'est bon, ça marche. Et grâce à toi, j'ai retrouvé le fil, c'est les droits d'auteur. Vous êtes dans une société civile, vous vous êtes inscrit parce que en fait, tous les contenus que vous écrivez, vous en êtes propriétaire, vous en êtes auteur. Et donc... alors il y avait la question avant radio, est-ce que vous avez pensé à aller voir des radios? Oui, non, pourquoi non? Et deuxième, société d'auteur, oui, non, pourquoi non? Alors aller voir des radios, moi le podcast 135 grammes c'est 60 minutes. Donc soit tu en fais des extraits, j'imagine qu'une radio va pas passer un podcast de 60 minutes. Ça dépend à quelle heure. Oui, et ça dépend de quelle radio elle aussi. Et quelle radio? Si c'est une radio associative d'un quartier, ça peut peut-être l'intéresser pour avoir ça dans son programme, absolument. Moi j'avais contacté 2-3 radios sur Nantes, des radios associatives. Ouais. Bon, a priori, ils n'avaient pas compris vraiment ce qu'un podcast pouvait apporter à une audience, ce que je comprends, puisque c'est le démarrage. Donc, à ta question, oui, je l'ai fait. Maintenant, je pense qu'il y a du chemin à faire et mettre en forme peut-être, faire des pastilles audio, peut-être du podcast, faire un montage particulier pour donner envie, etc. Vous avez remarqué, il y en a beaucoup qui commencent maintenant à faire des pastilles de leur podcast, des versions courtes. C'est quand vous regardez tous les podcasts d'Orso Média, même et d'autres. Et c'est les radios qui ont démarré d'ailleurs, parce que RTL, c'est ce qu'ils font et c'est comme ça qu'ils génèrent leurs centaines de milliers d'audiences cumulées. C'est simplement parce qu'ils mettent des extraits en fait dans le flux RSS, et à chaque fois qu'on est abonné au flux RSS, ça fait un téléchargement, étant donné qu'on calcule le téléchargement et l'écoute. Alors maintenant IABV2 en fait c'est l'écoute, c'est l'écoute sur une certaine durée, mais c'est quand même un flux supplémentaire qui t'est proposé et que tu vas aller écouter parce qu'il est court en fait. Et il y a même des applications genre Juice qui prennent des contenus qui ne font que moins de 10 minutes. Et donc ce qu'ils ont réfléchi, et donc ils font des versions courtes. Donc si vous faites une version courte en fait de vos podcasts, obligatoirement ça va augmenter votre audience, et peut-être aussi le fait que certains vont être intéressés par uniquement cette version courte, ce résumé. Alors moi j'ai pas fait de version courte, j'ai fait un teaser, c'est-à-dire que une semaine avant la publication du podcast, ça c'est différent. Je mets 1 à 2 minutes à disposition, et en termes d'audience ça fait grimper effectivement, puisque il est très écouté le teaser, et ça dure que 2 minutes. Donc ça c'est un conseil quand même qu'on peut vous donner. Donc sur la deuxième question, droit d'auteur, ça c'est peut-être Étienne avant sur la première question. Sur la première question. Droit d'auteur, non, les radios, on va d'abord. Les radios non. Jamais. Radio non, un peu pour. Et pourtant c'était un contenu qui pourrait intéresser. Ouais, moi c'est la durée qui m'a fait peur. Je me suis dit je vais emmerder tout le monde avec ça, et effectivement j'ai pas fait. Mais c'est une bonne. Ouais, faudrait poser la question. Tiens, on va poser la question demain ou ce soir s'il y a des radios qui nous font le plaisir de nous rejoindre. On a envoyé à tous ceux qui étaient inscrits pour demain de venir ce soir à 18h s'ils voulaient. Donc on verra s'il y en a ce soir qui viennent, et est-ce que et pourquoi est-ce qu'ils ne reprennent pas des podcasts aujourd'hui existants. Bien sûr parce que c'est du contenu libre, on va dire, et si c'est libre derrière, ça veut dire tu t'inscris à la SACD ou à la SCAM, et derrière, si la radio te déclare, alors ça met un peu de temps, vous attendez pas à gagner de l'argent tout de suite avec les droits d'auteur, ça met 6 mois voire 1 an, mais s'ils rediffusent ou s'ils diffusent chaque semaine un épisode, c'est à la minute que c'est calculé les droits d'auteur. Donc si vous avez même la nuit une audience, enfin une diffusion carrément d'une intégrale d'1 heure, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc c'est vrai que c'est pas à négliger en fait les droits d'auteur. Mais ça vous fait peur les droits d'auteur? Scam et SACD, on se dit compliqué. Alors sur ta question Scam, moi j'avais été voir le site. Mon métier fait que l'UX est particulièrement importante pour moi pour passer le cap, et là j'ai trouvé le site imbuvable, trop d'informations. Pas savoir où cliquer, pas savoir à qui s'adresser, pas avoir de réponse pertinente tout de suite. Donc ça, c'est un vrai frein. Il faut que ces gens-là se mettent à jour là-dessus pour que un podcasteur qui commence à avoir, 5, 6, voire 10 saisons quand même avec pas mal de contenu, puisse accéder à quoi ça m'engage, est-ce que je peux le faire tout de suite, rapidement, et voilà, il faut que l'UX du site permette de faire la bascule simplement, quoi. C'est peut-être volontaire de leur part de faire un truc
truc compliqué aussi. Parce que c'est vrai que le souci après qu'il y a derrière ces droits d'auteur, parce qu'on est au début de ces droits d'auteur, c'est qu'il faut que, bien entendu, les sociétés de production s'inscrivent aussi, et les sociétés de production doivent payer en fait une redevance. Donc c'est un pourcentage de leur chiffre d'affaires lié au podcast natif. Et donc, ce qui fait qu'il y a des studios qui le font. Et donc, quand on travaille pour ces studios, on est rémunéré. Mais par contre, les radios aujourd'hui et tous les autres médias, ils n'ont pas encore forcément d'accord cadre. Alors, la SACEM a commencé à gérer les droits d'auteur pour la partie musique. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, on sait combien ça coûte pour un podcast solopreneur de pouvoir utiliser de la musique. Mais attention. Il faut que ça ne dépasse pas le... Ouais, voilà, il y a un pourcentage. Enfin, il y a des barèmes et des tarifs qui sont à consulter sur le site de la SACEM. Vous faites SACEM podcast, droit d'auteur podcast, vous allez tomber sur le lien directement sur Google. Et donc, vous avez la possibilité avec la SACEM de savoir combien vous allez gagner. Après, pour les organismes SACD et autres, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que les diffuseurs, donc les radios, éventuellement, alors les télévisions non, mais les radios surtout, on va dire, elles aussi s'inscrivent à ces plateformes pour que vous puissiez toucher les droits. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les inscriptions à ces sociétés civiles de droits d'auteur, c'est pas encore totalement intuitif et bien huilé. Mais ça, c'est pareil. T'as été, toi, sur le site de la... Même alors moi, j'avais suivi 2-3 conseils, genre Pauline Legnaud, etc., quand on lance son podcast. Donc, il y avait l'INPI, il y avait les droits d'auteur, il y avait la manière dont on fait toutes ces rémunérations. Et pour l'instant, je me suis dit, je garde mon temps pour lancer le podcast, pour faire de la production de contenu, que ce soit graphique ou enregistrement. Et c'est vrai que j'ai pas pris le temps d'aller plus loin. Mais en fait, je pense que le sujet, c'est vraiment d'avoir un truc simple. Parce que le podcasteur natif, c'est pas une boîte de prod, il n'y a pas de salarié, il fait ça déjà par passion, parce qu'il a envie de parler de certains sujets. Donc il faut que ça soit simple et rapide, et que ça n'engage pas, y compris des frais énormes, ou que ça n'engage pas, en tout cas si on s'engage, on sait à quoi on s'engage, quoi. Donc ça, je pense qu'il y a un gros travail là-dessus à faire. Ouais, il y a un travail un peu de vulgarisation du fonctionnement aussi de ces droits. Je sais qu'il y a des sociétés de production d'émissions radio, cette fois, qui fournissent en fait ces contenus à plusieurs radios qui, elles, sont expertes en la matière et qui font en sorte que les auteurs et les autrices touchent vraiment des droits d'auteur très intéressants. Est-ce qu'au Canada, c'est comme ça aussi ? Alors, faudrait demander, est-ce qu'on a... non, monsieur Stéphane Berthomé n'est pas là, ni je sais pas s'il y en a qui sont au Québec, qui sont parmi nous, mais non, il faudrait demander je demanderai à Stéphane ou à Bruno Giugliominetti, avec qui on fait le podcastologue. Si le podcast vous intéresse, vous pouvez aussi aller écouter ce podcast. Et vous qui avez un pied dans la radio et dans le podcast, là, le fait, on parle de meet-up, on parle d'événements pour mettre tous les podcasteurs ensemble. La tendance podcast aujourd'hui, moi je vois une stabilisation un peu il n'y a pas eu le boom qu'il y a eu il y a 2 ans. Ouais. Quand on se réunit, que ce soit sur les plateformes ou que ce soit en présentiel, c'est pour s'entraider, donc pour promouvoir le podcast d'une manière générale. Est-ce que c'est comme si il y avait à l'époque la promotion de YouTube, des petites vidéos, ça reste un canal de diffusion d'un média à voix. Pourquoi le podcast plus qu'autre chose ? Et la question que je me pose, c'est par rapport à la radio, qu'est-ce que le podcast a de plus ? On parle de... peut-être, je ne vais pas faire la réponse aussi, mais peut-être qu'on peut en faire nous-mêmes. Est-ce que les meet-up, tous les meet-up qu'on peut faire ensemble, est-ce que c'est vraiment pour promouvoir le podcast ou pour promouvoir Alors la radio aujourd'hui, le gros avantage de la radio, c'est qu'elle a un canal de diffusion broadcast, donc ce qu'on appelle l'AFM ou le DAB+ aujourd'hui, qui sont les 2 technologies de propagation du mode hertzien. D'accord, c'est-à-dire que on envoie à tous et il te faut un récepteur c'est gratuit, c'est anonyme, il n'y a
on peut pas savoir. Et donc ils ont cet avantage-là. Aujourd'hui, le problème du podcast principal, c'est qu'il n'est pas ce qu'on appelle mainstream, c'est-à-dire qu'il n'est pas connu du grand public. Donc, faut aller chercher. Aux États-Unis, il y a une étude qui vient de sortir, je pourrais vous la retrouver si vous voulez, qui indique que les baby-boomers, donc ceux qui sont nés dans les années 45, 39-45, sont ceux qui sont équipés de smartphones, mais ne savent pas que le podcast existe. Et ils sont en train de essayer de trouver des solutions pour cibler ces personnes qui sont celles qui pourraient prendre des abonnements à des podcasts, puisque maintenant il y a des podcasts de plus en plus qui ont besoin d'avoir un modèle économique pour continuer, pour vivre. Et donc d'essayer de cibler ces personnes-là parce qu'elles ont l'outil, mais qu'elles ne savent pas. Donc en fait, il y a un gros problème de connaissances. Personne n'en parle. La presse écrite n'en parle pas, ou alors ils parlent de leur podcast parce qu'ils ont des podcasts quand c'est les groupes Sud-Ouest ou ils ont leur propre podcast, donc ils parlent que de ça, mais ils ne vont pas mettre en avant. Les seuls aujourd'hui qui parlent un peu de podcast, c'est Télérama. Et encore, c'est vraiment marginal. Et il parle de radio aussi de manière marginale, et c'est toujours très socioculturel. Mais qui parle de podcast natif aujourd'hui ? Personne en fait, à part nous. Donc oui, les savoir-faire des regroupements, c'est pour aller dans ton sens. Et alors je vais plus loin par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Une des raisons, c'était bien sûr de mélanger les radios et les podcasteurs, et puis d'essayer de faire en sorte qu'ils se parlent, parce que je pense que les radios, elles ne comprennent pas forcément et elles n'ont pas le temps d'écouter ce que font les podcasteurs natifs. Et les podcasteurs natifs, on a 2 exemples en face. Elles n'osent pas forcément aller voir les radios en leur disant on fait le même métier, on est de la même famille. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut faire ensemble pour qu'il y ait un bénéfice gagnant-gagnant ? Moi, ça me permet d'avoir des auditeurs supplémentaires parce que c'est un potentiel d'auditoire qui est quand même assez colossal quand on est dans une ville comme Nantes. Si tu as sur une radio associative, même si elle va faire que 2 points d'audience ou 3 points d'audience, multiplié par le nombre de personnes qu'il y a à Nantes, ça peut faire de l'auditeur qui va venir après continuer à vous écouter sur vos plateformes. Donc ça, c'était le premier objectif. Et puis le deuxième objectif, c'est de se dire qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, et ça c'est à Lyon, bon j'étais pas là donc j'ai pas pu vraiment cadrer ça, mais ce soir on va le faire, à Lille on va le faire, après on est à Toulouse en octobre, Toulouse en octobre et Marseille en novembre, c'est de dire est-ce qu'on peut imaginer et quel genre d'événement on pourrait imaginer qui intéresse toutes ces communautés de podcasteurs. On parlait de collectifs, en fait, est-ce qu'il n'y a pas, avec ces communautés de podcasteurs de Bordeaux, de Lille, de Marseille, parce que tout le monde veut faire son événement, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un événement national, collaboratif, alors, est-ce que c'est avec une DAO et le Web3 qu'on peut, ou la blockchain pour aller, on en parlait avec Christophe à midi en disant... que ce serait bien que Cool, la plateforme, devienne une DAO et qu'on soit tous intégrés dans le modèle économique de Podcast Magazine, ce qui est pas idiot, mais est-ce que c'est peut-être aussi un événement ? Je sais que aux États-Unis, il y a Podcast Movement qui est un énorme événement pour les podcasteurs de tout type qui s'est déployé. Maintenant, ils sont dans plusieurs villes. Enfin, ça fait un carton. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un événement à imaginer avec les différentes communautés qui existent un peu partout ? Et c'est un des deuxièmes objectifs que je me suis fixé en lançant ces meet-ups, c'est en se disant qu'est-ce que vous en pensez ? Comment est-ce qu'il faudrait qu'on le fasse ? C'est-à-dire, quel genre d'événement est-ce que vous aimeriez avoir ? Est-ce qu'il faut un peu de tout ? Est-ce qu'il faut des meet-up ? Alors, on en avait parlé dans une room l'autre jour, et puis il y a quelqu'un qui a dit c'est le Paris Radio Show qu'on a fait en juin l'année dernière. Oui, mais non. Est-ce qu'il n'y a pas un truc dédié podcast ? Par exemple, le Paris Radio Show, on a quand même orienté beaucoup podcast. Il y a Acast qui nous a quand même répondu, nous on vient pas parce que c'est pas dédié aux podcasteurs natifs. J'ai dit, si c'est pas dédié aux podcasteurs natifs, il dit non, il y a les radios avec. Je dis oui, ça s'appelle le Paris Radio Show, mais il y avait autant de conférences podcast que de conférences radio. Il y avait des meet-up pour les podcasteurs exclusifs où il y avait 150 personnes. On avait fait un super meet-up au Paris Radio Show dédié aux podcasteurs natifs. Donc qu'est-ce qu'il faut en fait ? Donc c'est un peu cette question-là que je vous pose maintenant et dont on va parler aussi un peu ce soir, en plus de se rencontrer. Donc est-ce qu'il y a pour vous, il manque quelque chose ? Alors il y a le Paris Podcast Festival, mais c'est socioculturel, ça reste un événement
événement culturel, il n'y a pas de business, il n'y a pas de stand, il n'y a pas d'exposants, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas tout ça. Alors, moi, je vais te raconter, je vais revenir à mon histoire personnelle parce que elle rejoint en fait tout ce que tu dis. En 2006, quand j'ai créé servicemobile.fr, c'était un blog qui parlait de l'actualité de la tech mobile. Petit à petit, c'est devenu un média parce que l'audience a grossi. Les gens qui lisaient à l'époque ce site web, enfin ce blog et après ce site web, ils m'ont dit ça serait bien qu'on se réunisse. Donc on a fait un événement. Et cet événement a duré 10 ans, ça s'appelait le Mobile 2.0. Et ça a duré 2 jours. Et avec un prix qui s'appelait les App Awards, où on récompensait les meilleures applications. Et on a lancé, par exemple, plusieurs grandes applications aujourd'hui qui existent. Par exemple, Blablacar, on les a connus. Ils étaient une petite dizaine et ils ont reçu un prix. Et plein de boîtes comme ça ont reçu des prix au tout début. Donc oui, effectivement, il faut qu'il y ait un événement autour des podcasteurs qui soit national, qui regroupe, qui peut être un festival. Enfin, le format, il y a plein de types de formats. Il faut même inventer. Nous, au Mobile 2.0, sur la fin, on faisait du stand-up, c'est-à-dire qu'on essayait de faire présenter les gens qui faisaient des applications. Pendant 10-15 minutes, c'était un pitch comme un pitch de start-up, etc. Donc le podcast... genre Pécha Coucha, quoi. Voilà, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le podcast natif, c'est quand même des dizaines de milliers de personnes un peu partout en France, et sur des thèmes divers et variés. Oui, qui ne se connaissent pas et qui ont du mal à identifier. Et puis c'est aussi même au niveau de communication générale pour la presse grand public, quoi, savoir qu'il y a un événement. Alors le Paris Podcast Festival fait parler de lui, mais pas tant que ça. Mais point d'entrée... Après, je vais faire de la pub pour Cool, du coup. Mais moi, j'ai commencé avec Ocha, clairement. Et c'est même moi je t'avais posé la question. Ah oui, tu as fait la même chose qu'Ocha. Oui, tout à Mathieu, fait. Ouais. Donc, cette plateforme est vraiment un socle qui peut être utilisé par toutes les régions. Donc, c'est pour moi déjà important d'avoir un outil digital qui permet d'échanger, de poser des questions de manière asynchrone et d'y répondre. Maintenant, à cela, il faut ajouter des événements locaux, voire nationaux. Donc ça existe déjà. Et éventuellement avoir une marque pour que ce soit identifiable par un tiers, par les médias. Et donc, une fois qu'on a toute cette structure, ça permet de pousser le podcast, de faire émerger le podcast et d'aider ceux qui en ont besoin et de promouvoir ce média-là, quoi. Mais il faut bien le digital, l'organisation et une marque connue qui soit identifiable depuis l'extérieur pour un tiers. Ouais, c'est ça. Et pour les sponsors aussi, hein, la preuve, c'est que quand Acast fait ce genre de remarques, c'est qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup regardé, mais c'est deux aussi qu'il y a un problème de nom. C'est-à-dire que le Paris Radio Show, c'est radio et ça n'est pas identifié podcast. Donc, est-ce qu'il faut appeler Paris Radio et Podcast Show mais ça, c'est une autre chose. Mais là, on s'adresse au B2B, aux professionnels. Nous, notre objectif, c'est pas d'aller vers le grand public. Là, le podcast, il y a quand même un côté grand public qui est intéressant. Il y a le podcast show qui a lieu dans 2 semaines, où je vais aller faire un tour justement pour m'inspirer aussi de ce qu'ils font. Eux, c'est vraiment, ils ont 5-6 jours de programmation de podcasts un peu partout, dans plein de lieux à Londres payants, où les mecs ils font payer leur entrée comme font les podcasteurs à Paris ou autres, qui font des événements avec enregistrement en public. Et puis il y a 2 jours de conférences professionnelles où il y a les acteurs, un marché, des exposants. Excellent. Ben voilà. Donc voilà. Toi, tu le verrais comment, toi, l'événement de ton rêve ? Et puis après, on va s'arrêter dans 4 minutes. Encore 4 minutes, ouais. 4 minutes. Et Zuber, tu as le droit de parler. C'est pas parce qu'on parle. C'est pas parce qu'on est tous les 4 autour d'une table que vous n'avez pas le droit d'intervenir, les gens de la room. Vous avez le droit de lever la main si vous voulez. Non, mais moi, je dirais que le podcast ce soir, il est sectaire. Tout se passe à Nantes. Aïe. Et tu sais, j'y pensais tout à l'heure. Je me disais que quand on est autour d'une table, on a tendance à pas être Clubhouse. C'est affreux. Ah ouais. Bah ouais, mais... Et t'as remarqué ça aussi, Zuber ? Bah complètement. Heureusement que t'es là, Zuber, parce que sinon, on aurait fait notre émission dans notre coin. Non, mais fallait les faire venir, tout simplement. Fallait que chacun se connecte. Non, mais c'est marrant, c'est une super audience, là. Ouais. Un public qui écoute et voilà, donc c'est vraiment intéressant.
Bah, super. Mais donc pour cet événement, si vous avez des idées à nous partager pour un événement podcast, 100% podcast qu'on pourrait co-créer ensemble avec les différentes communautés, avec un responsable par région par exemple, qui pourrait être celui qui gère la communauté dans la ville dans laquelle ou dans la région, et d'arriver à avoir une petite réunion et puis à lancer un événement national qui pourrait aussi mettre en valeur le podcast et le faire découvrir à toutes ces populations, aux baby-boomers, mais pas que, à ceux qui ne connaissent pas encore le podcast natif. Et ils sont nombreux, puisque, je rappelle, on est à peu près encore 86% de personnes qui ont un accès à Internet qui n'écoutent pas du podcast. Selon les derniers chiffres d'une étude internationale qui a été menée, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. On arrive à la fin de notre Room Clubhouse. Alors moi j'étais vraiment particulièrement content, et vous l'avez remarqué parce qu'on vous a pas donné la parole, mais en même temps vous n'avez pas levé la main. Si vous aviez levé la main, on vous aurait fait parler. D'habitude tu relances un peu plus. C'est vrai. D'habitude je relance un peu plus. Là on était très heureux d'être avec Étienne et Christophe en visu, en présentiel. Si vous êtes pas loin de Nantes et que vous voulez nous rejoindre ce soir à 18h, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez nous donner des idées pour l'événement national, vous pouvez aller sur cool.podcastmagazine.fr pour vous inscrire, et puis on va ouvrir un post carrément sur Cool par rapport à cet événement qu'on pourrait imaginer et comment est-ce que ça pourrait fonctionner. DAO, c'est peut-être un peu compliqué pour un événement national, non ? Pour l'instant, ouais. De côté, mais ouais. il faut pas l'oublier. Mais oui, en tout cas, il y a Cool est la plateforme qui peut permettre de l'organiser très facilement et très simplement dans un premier temps. Après une deuxième ou une troisième édition, on passe à une DAO. On peut imaginer que le premier événement, on va en parler à Anthony Gouraud et à Carlos Diaz pour voir si ça les intéresse de travailler, peut-être pas pour la première version, mais pour la deuxième, à une DAO sur un événement francophone national qui pourrait réunir un peu tous les fans de podcasts natifs. Alors natifs et pas que, parce qu'il y a aussi natifs, oui, puisque même les radios font natifs. Francophones, et puis l'étendre à l'Europe, parce que les podcasts, il y en a vraiment dans tous les pays. Alors la difficulté là, je sais pas si ça va fonctionner. Parce qu'il y a le podcast show déjà. Qu'on va se faire. Non, mais ça a la rigueur ensemble. Mais c'est surtout la langue. Il y a des événements tech partout en Europe. T'as Lisbonne, t'as Londres, c'est vrai. T'as Berlin. Oui, il faut qu'il y ait la concurrence. La concurrence est saine. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même la problématique de la langue. Qui fait que si on se cible comme un événement francophone, on a des problématiques par rapport à la langue française. Si on commence à ouvrir à l'international, tout de suite, c'est de l'anglais, donc on va se décaler par rapport à la cible principale, parce que les Français en général sont pas très très forts en anglais, écoutent pas beaucoup de podcasts en anglais. Si on faisait une étude, je pense que ça serait peut-être 20-25% des Français qui peuvent écouter des podcasts en anglais. Et déjà que le podcast n'est pas connu en France, si on commence à parler plus de ce qui se passe en langue anglaise qu'en langue française, ça risque peut-être d'être, mais peut-être à terme. Après, un événement francophone, c'est quand même 300 millions de personnes dans le monde. Moi, quand je regarde les stats de 135 grammes, j'ai une quinzaine de pays quand même francophones. Non, mais c'est ça. Il y a beaucoup de il y a les Français à l'étranger, et puis il y a les gens qui parlent aussi français dans d'autres pays. Ouais, exactement. Bon, on a fait le tour. N'hésitez pas à partager, à nous faire des remontées sur le post que je vais créer sur Cool. Très vite ce soir, sûrement, je remettrai le replay de cet épisode qui est donc notre 117e en direct de Nantes avec Étienne et Christophe en live. Merci beaucoup. Allez, et puis un applaudissement en live. Ah ouais, ça c'est fort. À bientôt, jingle de fin. Ciao. Merci Zoubert d'avoir été avec nous. Tu vois, je t'ai pas oublié. Notre administrateur. Merci beaucoup. Allez. C'est vraiment intéressant le sujet. À bientôt. Pour qu'on accentue les radios. Ouais. Les podcasts et les radios. Ouais, allez, voilà. on va accentuer ça, les podcasts tours, les radios tours, et on va travailler sur un événement. Bonne journée à tous, travaillez bien, ciao. Une production Radio House. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret.
Bon, moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. Enfin, D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.